Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus une fois de plus à cette conférence de presse que nous organisons ici sur le site de la primature. Nous sommes donc dans les jardins du Premier ministre et nous sommes en compagnie de M. Ayodele Odusola. Il est donc l'économiste en chef PNUD Afrique. Avec lui, nous allons faire un décryptage sur la conférence économique africaine qui s'est donc tenue ici à Kinshasa du 2 au 4 novembre 2015. Quelles sont les perspectives, mais surtout quels ont été les résultats enregistrés après la tenue de cette fameuse conférence ici, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Une batterie de questions qui lui seront donc posées par la presse locale. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec le premier d'entre eux. J'appelle donc M. Laurent Dalé pour sa première question. Oui, monsieur l'économiste, la conférence économique africaine a clos ses portes hier. Qu'est-ce qu'on peut concrètement retenir de particulier par rapport aux 9 conférences précédentes? Et si vous voulez encore, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a motivé les choix de Kinshasa pour abriter la 10e conférence? Merci beaucoup. Nous avons eu une 10e conférence économique africaine à Kinshasa hier. Nous avons choisi Kinshasa parce que la République démocratique du Congo est perçue comme un des pays stratégiquement positionnés en Afrique, pas seulement en termes de capital humain, mais aussi avec toutes les richesses que le pays est doté. Et surtout avec espérance que la RDC, qui doit effectivement conduire le processus de transformation en Afrique, alors les pays africains vont prendre la bonne direction. De manière particulière, nous avons été vraiment émus que la RDC, c'est l'un des pays les plus rares qui ont effectivement des richesses naturelles et qui peuvent donner l'électricité à toute l'Afrique. Et c'est à un moment où, en tout cas, le pays pourra atteindre cet objectif. L'Afrique entière pourra aussi atteindre cet objectif. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Kinshasa pour avoir la 10e conférence. Et cela nous donnerait l'encouragement, cela nous donnerait aussi le temps de mettre en exergue toutes les transformations, toutes les réalisations économiques que le gouvernement a pu réaliser. Je pense qu'on passe à la deuxième question. Merci, Monsieur Odusola, d'accepter de répondre à nos préoccupations. Nous l'avions dit, la conférence a été clôturée hier. Pouvez-vous nous dire quels sont les principaux résultats issus de ces assises de Kinshasa? Merci beaucoup. Nous avons discuté de beaucoup de choses. Et la conférence a connu près de 250 participants qui sont venus de tous les pays africains. Et une fois de plus, l'une des meilleures réalisations que nous avons pu effectivement avoir, c'est que nous étions capables d'amener ici des décideurs politiques de haut niveau pour venir effectivement discuter avec de très grands chercheurs. Et c'est la première fois où nous avons eu près de 7 ministres qui participaient à une conférence africaine économique depuis que nous avons commencé. Et c'est ça, c'est une valeur ajoutée pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors, vraiment, l'une des choses principales qui sont sorties comme des résultats, c'est que nous devons effectivement être encouragés à essayer de combattre la pauvreté et aussi réduire ne serait-ce que de 30% la pauvreté. Et l'une des raisons, c'est que nous devons utiliser en tout cas nos richesses naturelles pour transformer la révolution industrielle en Afrique. Et nous ne devons pas exporter les matières premières, en tout cas crues. Parce que quand nous essayons d'exporter cela, c'est que nous exportons une partie de notre emploi. Alors, il faut venir avec la valeur ajoutée, non seulement les matières naturelles ou premières, mais aussi nos minéraux. Donc, nous devons utiliser effectivement ceci pour transformer notre partie de notre économie. Et une autre stratégie
dont on a discuté aussi longuement lors de la conférence, c'est utiliser en tout cas des politiques qui sont focalisées sur ce qui est fait localement. Je sais que beaucoup de pays africains ont commencé. L'idée, c'est que nous ne devons pas continuer à exporter nos matières premières à l'état brut. Nous devons effectivement y travailler pour y ajouter de la valeur ajoutée. Et une fois nous y ajoutons de la valeur ajoutée, cela accroîtra déjà le prix de tous ces biens de plus de 300%. Et nous avions pensé qu'une fois nous ferons cela, nous allons créer des emplois, nous allons créer des revenus et nous allons utiliser cela pour effectivement démarrer la transformation d'autres secteurs de l'économie. Alors, une autre discussion importante que nous avons eue, et nous nous sommes mis d'accord là-dessus, c'est que nous devons utiliser nos ressources naturelles pour essayer de créer nos richesses nationales. Donc, nous devons investir beaucoup, surtout dans la formation de capital humain. Nous devons accroître l'accès à l'éducation, nous devons accroître la qualité de l'éducation et nous devons nous assurer effectivement que le programme de notre programme d'enseignement est très élevé pour que nous puissions assurer le transfert des technologies. Et nous avons besoin aussi d'investir de manière capitale dans les services pour que la qualité de vie soit renforcée dans tous les pays africains. Et nous avions pensé que ceci était tellement important pour que nous nous assurions que l'impact d'une croissance économique que l'Afrique a pu acquérir la décennie passée puisse être vraiment transformé en un bon développement humain. Merci. Ma question est celle de savoir la 10e conférence économique d'Afrique a vécu ici en République démocratique du Congo. Nous avons ressenti le soutien de la plus haute hiérarchie, notamment la présidence de la République, mais également le gouvernement dans son ensemble. Nous voulons avoir vos impressions par rapport à ce soutien et si possible à nous dire si lors de 9 précédentes éditions, vous avez ressenti aussi le même soutien avec les autres pays organisateurs. Thank you very much. Merci beaucoup. Raison pour laquelle j'ai dit plutôt que vraiment l'un des appuis les plus élevés que nous avons eus depuis que nous avons commencé ce programme, depuis 10 ans, c'est ceci. J'aimerais souligner et mettre en exergue vraiment le rôle que les leaders de la RDC ont joué. Et comme je l'avais dit, ça c'est la première fois où nous avons eu près de 7 ministres en train de participer à cette conférence. Ça n'avait jamais été le cas avant. Le maximum qu'on avait eu, c'était des anciens présidents et puis une poignée de personnes qui participaient avec certains chercheurs et aussi quelques participants. Donc, n'eût été, en tout cas, d'autres développements. Il y a eu 2 premiers ministres qui ont confirmé leur participation, mais malheureusement, en dernière minute, ils n'ont pas pu venir. Donc, ceci est dû à cause de l'appui au plus haut niveau de leadership de la RDC. Nous aimerons remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef d'État, pour avoir appuyé la conférence et au même moment aussi, le Premier ministre, non seulement pour avoir appuyé la conférence, mais pour avoir participé les 3 jours pour nous appuyer. Et une chose aussi que vraiment les participants ont vraiment admiré, c'est vraiment le leadership du Premier ministre par rapport à la situation socio-économique que la RDC est en train d'expérimenter, qui prouve au monde entier ce que le gouvernement a pu faire les 10 dernières années. Et nous pensons que l'appui du gouvernement a beaucoup contribué à la réussite que nous avons expérimentée hier. La 10e conférence a effectivement vécu en République démocratique du Congo. Mais quel commentaire faites-vous de l'implication de la classe politique congolaise et des partenaires engagés dans la lutte contre la pauvreté? Merci beaucoup. L'un des objectifs de cette conférence était d'accroître le plaidoyer au très haut niveau par rapport à l'engagement à l'éradication de la pauvreté et la réduction aussi des inégalités d'ici 2030. Et dans la mesure où nous avons pu mobiliser
En tout cas, les participants de haut niveau, sans compter en tout cas les ministres de plan et aussi les directeurs généraux de plusieurs institutions d'autres pays, cela a effectivement élevé ces plaidoyers au niveau le plus élevé, même aux décideurs. Alors, quant aux partenaires de développement, en tout cas, ils ont très bien travaillé. Vous avez entendu d'ailleurs, c'est que l'équipe, disons, du Conseil de la Banque africaine de développement avait dit. Ils sont prêts à renforcer l'opportunité d'essayer de combler les déficits d'infrastructures en Afrique. Et ça a été de très haut niveau et une grande importance dans la mesure où ça a aussi creusé le fossé qui a créé effectivement des inégalités. Et aussi, vous avez entendu ce que nous voulons faire avec les gouvernements africains pour qu'ils essayent effectivement de générer des statistiques qui soient fiables. Les directeurs aussi du groupe pour l'Afrique et aussi le secrétaire général assistant des Nations Unies avait insisté que le PNUD est prêt à travailler avec des pays non seulement pour appuyer la valeur ajoutée dont nous avons besoin pour qu'effectivement les richesses naturelles que nous avons soient liées à la révolution industrielle en Afrique, mais aussi à appuyer les décideurs politiques pour qu'ils essayent d'atteindre ces objectifs d'éradication de la pauvreté d'ici 2030. C'est la même chose aussi avec d'autres discussions que nous avons eues avec des partenaires au développement, qu'ils sont prêts à travailler avec les leaders africains pour que ces objectifs soient effectivement atteints d'ici 2030. Ma préoccupation est celle-ci, c'est peut-être aussi une inquiétude. Nous apprenons que l'Afrique veut se tracer son propre chemin de développement. Peut-on parler d'une rébellion par rapport au schéma déjà tracé par rapport aux partenaires de développement traditionnels? Est-ce que l'Afrique va-t-elle s'assumer aussi? Merci beaucoup. J'aimerais vous dire que ce qui a été dit, en tout cas à New York, il y a cela 3 semaines, c'est une décision de tous les États membres. Ce n'étaient pas les partenaires au développement. Moi, j'ai pris part à la discussion de ce processus de négociation. J'ai suivi, c'était la décision des leaders, des dirigeants. Et j'aimerais dire ici que les dirigeants africains, surtout au niveau des chefs d'État, et c'est ce que nous appelons la position, disons, africaine par rapport au programme après 2030, qui avait été décidé à 10, c'est qu'il faut éradiquer la pauvreté d'ici 2030. C'est une décision des dirigeants africains, pas la décision de partenaires au développement. Les dirigeants se sont mis d'accord et ils se sont engagés à éradiquer la pauvreté et à réduire aussi toute forme d'exclusion d'ici 2030. Et ce dont nous avons besoin, c'est de travailler, soutenir nos dirigeants, travailler avec les acteurs de développement, les politiciens, et cela pourra être possible. En tout cas, nos dirigeants ont fixé l'objectif, ils ont dit effectivement ce que nous devons faire. Nous, maintenant, nous devons les aider pour que ces objectifs soient atteints. Une autre préoccupation est celle-ci. Quels sont les mécanismes de suivi des rapports et résolutions arrêtés lors de la 10e édition de la conférence économique africaine tenue ici à Kinshasa? Merci beaucoup. L'objectif, c'était que nous puissions galvaniser l'action vis-à-vis des décisions prises par nos dirigeants. Et les 3 organisateurs, la Banque africaine de développement, la Commission africaine pour l'Afrique et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en tout cas les 3 organisateurs travaillent de concert pour essayer de voir les conclusions majeures de cette conférence et pour s'assurer que nous allons travailler avec tous nos partenaires dans tous les pays africains, non pas seulement les gouvernements nationaux, mais aussi les organisations de la société civile et le secteur privé pour que, effectivement, tous les points clés qui ont été soulevés lors de la conférence soient, disons, pris en compte. Et nous allons continuer avec les plaidoyers aussi de manière continue. Et nous allons utiliser aussi d'autres conférences à venir pour que nous puissions réitérer et nous mettre d'accord autour de ces conclusions que nous avons eues hier.
L'économiste en chef, ce n'est plus un secret pour personne. La République démocratique du Congo est devenue depuis un certain temps un modèle économique à suivre sur le continent et même à travers le monde. Mais curieusement, toutes les performances qui sont inventées par des partenaires en développement, n'est-ce pas, toutes ces performances-là sont butées à une triste réalité, c'est-à-dire la pauvreté résiste. Est-ce que vous avez pu évoquer ce cas au cours de la conférence et est-ce que vous avez proposé une thérapeutique justement pour envisager un certain arrasage de ces fossés-là? Merci beaucoup. Nous sommes sûrs d'une chose, c'est que les défis de la République démocratique du Congo connaît en termes d'utiliser la haute croissance qui a été réalisée pour réduire les inégalités et aussi la pauvreté n'est pas exclusive à ce pays. C'est quelque chose qui caractérise la plupart des pays dotés de beaucoup de richesses. Non seulement la RDC, au Nigeria, nous avons pratiquement le même problème. Je crois que dans l'autre Congo aussi, c'est pratiquement la même chose. Et même dans d'autres pays qui sont richement bénis avec des ressources naturelles. Nous avions pensé, d'ailleurs, l'un des objectifs pour nous, c'était de voir comment est-ce que la croissance peut être traduite dans l'amélioration des conditions de vie des Africains. Et l'une des discussions que nous avons eues, c'est de nous assurer que nous assurons à ce que notre croissance soit inclusive pour que même les personnes pauvres ou marginalisées soient aussi partie de ces processus de développement. Mais nous devons les inclure dans ces processus de développement et ils doivent être bénéficiaires. Et c'est là où il y a le rôle du gouvernement national. Par exemple, l'Afrique du Sud a pu réduire de manière vraiment essentielle la pauvreté à cause de politiques sur la protection sociale. Et nous avions pensé que d'autres pays pouvaient aussi en profiter. Nous devons nous occuper des pauvres et nous assurer qu'ils ont aussi accès à partager non seulement les opportunités politiques, mais aussi les richesses. Et une fois cette participation de la population sera vraiment comprise, cela traduira la croissance en termes de développement humain. Nous nous sommes dit que c'était un point à discuter. Et ce que nous savons, c'est aussi que par rapport aux partenaires de développement à travers le monde, ils sont en train de chercher la réponse des dirigeants africains. Et c'est très bien parce que maintenant, les dirigeants africains ont leur position commune où ils ne peuvent plus continuer à tolérer la pauvreté au niveau et même les inégalités. Et ils sont prêts à continuer. Ils ont réussi à réduire la pauvreté de 56,6 en 1999 à 48 pratiquement en 2010. Et nous nous sommes décidés non pas seulement d'éradiquer la pauvreté, mais aussi de travailler à la réduction des inégalités. Et les partenaires au développement sont en train de travailler non seulement pour mobiliser les ressources, mais aussi pour accroître la capacité nationale et internationale pour mettre en œuvre les types d'interventions qui vont aider à atteindre ces objectifs. Merci. C'est toujours par rapport au thème, à savoir lutter contre la pauvreté et les inégalités dans le programme de développement post-2015. La préoccupation est celle de savoir quelles sont les mesures qui ont été prises en vue d'éradiquer ou de réduire tant soit peu les inégalités ou encore mieux la pauvreté qui gangrène pas mal de pays africains. Et puis aussi la dernière préoccupation est celle de savoir la RDC aujourd'hui fait parler d'elle en termes de croissance économique. S'il faudrait la classer, où la placeriez-vous aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup. Je pense que l'objectif de cette conférence n'était pas la classification des pays, mais c'était plutôt de voir les stratégies clés d'intervention qui pourraient aider les pays à effectivement éradiquer la pauvreté et aussi réduire l'exclusion. Nous savons
que nos politiques passées, c'était que nous étions très dépendants d'exporter les matières premières. Mais malheureusement, il n'y a aucun pays qui doit continuer à dépendre de l'exportation de ces matières premières. Nous devons diversifier effectivement l'économie. Nous devons nous assurer que nous continuons à être exportateurs, mais de biens qui sont finis avec la valeur ajoutée. C'est ce type d'exportation qui va nous aider à mettre fin à la pauvreté. Et c'est comme ça que nous allons lier notre système éducatif avec les réalités sur le marché de l'emploi. Ce que nous disons à nos dirigeants, en tout cas à travers l'Afrique, et ils sont d'accord là-dessus, c'est de travailler avec notre système éducatif pour que nous puissions nous dire que le système d'enseignement africain réponde aux besoins du marché. La plupart des pays africains attendent seulement à avoir, par exemple, des diplômes et tout cela, mais pas vraiment les contenus en termes d'aptitude. Mais nous voulons faire une révision vraiment de nos programmes scolaires pour que nous répondions aux défis vraiment de marché d'emploi. Si nous donnons des certificats, nous donnons des diplômes, même de licence, de doctorat, et que notre marché est toujours comme cela, nous voulons nous assurer que toute personne qui finisse l'école secondaire ou l'université soit utile et soit employée. Maintenant, donc, nous devons travailler sur tout ce qui a comme aptitude professionnelle. Nous avons besoin aussi de développer des aptitudes entrepreneuriales. C'est seulement à ce prix-là que nous allons réduire de manière drastique la pauvreté, mais aussi l'exclusion. Donc, nous devons améliorer les contenus de nos programmes scolaires. En tout cas, il n'y a aucun pays qui peut en échapper. Nous devons maintenant vraiment doter notre jeunesse avec des aptitudes de développement, des aptitudes professionnelles, afin qu'ils soient à même de transformer nos économies. Parce qu'une fois ils auront transformé nos économies, on va avoir une classe moyenne. Et dès qu'il y a une classe moyenne, cette classe moyenne peut effectivement assurer le développement. Et alors, une fois cette classe moyenne est aussi là, alors toutes les populations de l'Afrique pourront bénéficier de ce développement et il y aura la paix et le développement. So thank you very much. Mr. Chief Economist, and I also have one appreciation. I want to know your appreciation about our capital, about Kinshasa. So after the conference, if you have something to say about what you see in Kinshasa. Thank you very much. Merci beaucoup. Je suis en RDC maintenant pour la deuxième fois. La première fois, c'était en 1999. Et quand j'étais venu ici samedi, j'ai vu que tout a changé de fond en comble. Et une fois de plus, ce que je sais en Afrique, c'est que nous n'aimons pas apprécier ce que nous avons. Quand vous regardez comment Kinshasa apparaît et vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays, en tout cas, personnellement, moi, je dirais que Kinshasa, c'est vraiment l'une des meilleures capitales. Regardez les réseaux routiers. Et ça répond aussi effectivement par rapport au changement climatique. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup d'arbres. Et ça aussi, ça fait l'une des beautés que nous pensons que la RDC regorge. Et nous devons faire en sorte que ceci reste, mais que le monde entier doit savoir aussi que la plupart des choses que les gens disent de l'extérieur, c'est pas vrai. Quand vous venez ici, c'est tout le contraire. En tout cas, peut-être à l'exception de 5 ou 4 pays qui peuvent vraiment dire que leur capitale répondent au changement climatique. Je pense que la RDC fait l'une des beautés de Kinshasa. J'aimerais vraiment vous dire que j'ai aimé, mais gardons cela comme ça pour qu'après, à l'arrivée, nous puissions faire la promotion de l'adaptation de nos capitales au changement climatique. Et ceci va appuyer notre développement au niveau national. Bien, merci encore Monsieur Ayodele pour cette conférence de presse. Merci d'avoir pu aménager votre agenda afin de répondre à quelques questions. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir. On est ensemble, y a pas de souci avec
B1 FM, l'excellence dans la simplicité.